Dans la pénombre d'une suite surplombant l'Atlantique à Miami, en ce novembre 2025, une silhouette solitaire se tient immobile derrière la baie vitrée, comme si elle attendait que l'océan lui rende ses frères disparus. Barry Gibb, 77 ans, cheveux d'argent, regard voilé par des décennies de secrets, exhale une vapeur fantomatique qui danse un instant avant de s'évanouir, exactement comme les harmonies légendaires qui ont autrefois fait trembler le monde. Les BG, ses frères aux voix d'anges et aux vies de démons, ont régné sur la planète disco, mais derrière les falsettos enivrants et les lumières stroboscopiques se tapit une vérité que personne n'osait murmurer. Aucun d'eux n'a survécu à la gloire sans y laisser une part de son âme. Avant de plonger dans cette saga familiale absolument captivante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater la suite de ces révélations sur les légendes du disco. Barry pose sa cigarette électronique, ses doigts tremblent légèrement, non pas de vieillesse, mais d'un poids invisible qui le suit depuis l'enfance, un secret qu'il a gardé enfoui pendant plus de cette décennie et qu'il s'apprête enfin à libérer. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un groupe qui a vendu 220 millions d'albums, dominé les charts pendant 20 ans et écrit la bande-son d'une génération. C'est l'histoire d'une fraternité maudite, d'addictions qui ont rongé les veines, de menaces au FBI, d'abus enfouis, de divorces explosifs et de morts prématurées qui ont laissé Barry comme le dernier survivant d'un naufrage dont il porte encore les cicatrices. Derrière Stay Alive et les costumes blancs immaculés de Saturday Night Fever se cache une réalité bien plus sombre. Les BG n'ont pas seulement fait danser le monde, ils ont dansé avec leurs propres démons jusqu'à l'épuisement. Et aujourd'hui, en 2025, alors que des adolescents redécouvrent leurs tubes sur des plateformes qu'ils n'auraient jamais imaginées, Barry Gibb, la voix brisée par l'émotion, lève enfin le voile sur la vérité que ses frères emportés emportent dans leur tombe. La gloire a un prix, et ils l'ont tous payé au centuple. Remontons aux origines, là où tout a commencé, sur une petite île battue par les vents de la mer d'Irlande, dans une maison modeste de Douglas, capitale de l'île de Man, un endroit où les légendes naissent souvent dans l'ombre avant d'exploser sous les projecteurs. Hugh Gibb, batteur itinérant au visage buriné par les nuits dans les clubs enfumés du nord de l'Angleterre, et Barbara, ancienne chanteuse de big band aux rêves brisés par la guerre, accueillent leur premier fils le 1er septembre 1946. Barry arrive en hurlant, comme s'il répétait déjà pour les stades du futur, un cri qui résonne encore dans les souvenirs de sa mère. 3 ans plus tard, le 22 décembre 1949, naissent les jumeaux Robin et Maurice, 2 boules d'énergie identiques qui partagent tout dès le berceau. Les jouets, les rhumes, les mélodies qu'ils fredonnent ensemble avant même de savoir parler. La famille s'agrandit avec Leslie en 1945 l'aîné, souvent oublié dans l'ombre des garçons, et Andy en 1958, le petit dernier qui grandira en idolâtrant ses frères aînés sans jamais vraiment comprendre la tempête qui les attend. Hugh galère. Batteur dans des orchestres de seconde zone, il livre du pain pendant la guerre pour nourrir les siens, joue dans des clubs d'Écosse et de Manchester où la fumée de cigarettes est plus épaisse que les applaudissements. Barbara, elle, pousse les gamins à chanter. Dès 1955, à Manchester, les frères se produisent dans les rues, harmonisant sur des airs des Everly Brothers ou des premiers Beatles qui passent à la radio. Leur voix, déjà pure, déjà magique, attire les pièces lancées par les passants. Mais l'Angleterre est trop grise, trop étroite pour leurs rêves. En 1958, sur les conseils d'une sœur de Hugh, la famille embarque pour l'Australie. Direction Redcliffe, dans le Queensland, un coin de paradis subtropical où les plages de sable blanc remplacent les pluies mancuniennes et où le soleil semble promettre un avenir plus radieux. C'est là, sous la chaleur écrasante de Brisbane, que les BG prennent véritablement racine. Les frères, encore des gamins en shorts élimés, chantent pour des pièces jetées par les spectateurs lors de courses automobiles au Redcliffe Speedway. Bill Good, un promoteur local au flair infaillible, les repère et les engage pour des spectacles réguliers. Les foules enthousiastes lancent des billets froissés sur la piste, un baptême du feu qui marque les frères à jamais. Bill Gates, animateur radio à la voix chaude, les surnomme B.G pour Brothers Gibb et ses propres initiales, un nom qui évolue rapidement en BG avec une orthographe fantaisiste qui deviendra leur marque de fabrique. Les années 60 décollent à toute vitesse, premiers enregistrements professionnels dans des studios australiens rudimentaires, hits locaux comme Wine and Women ou Speak and Spec, qui passent en boucle sur les radios de Sydney et Melbourne. Andy, le petit frère, grandit en les regardant répéter dans le garage, rêve de les rejoindre un jour, tenant déjà un micro en plastique comme s'il s'agissait d'un sésame pour la gloire. Mais l'Australie devient vite trop petite. En 1967, la famille retourne en Angleterre, signée par Robert Stigwood, manager visionnaire qui gère déjà les Who et Cream. Les BG explosent sur la scène internationale, New York Mining Disaster 1941, une ballade psychédélique hantée, grimpe dans les charts britanniques et américains. Suivent To Love Somebody, écrite pour Otis Redding qui ne l'enregistrera jamais, et Massachusetts, un tube instantané. Maurice, multi-instrumentiste génial, joue de tout avec une aisance surnaturelle.
guitare, basse, clavier, percussion, il est le moteur rythmique du groupe. Robin, avec son vibrato unique et sa voix lead sur de nombreux morceaux, devient l'âme émotionnelle. Barry, l'aîné, compose, produit, guide le navire avec une autorité naturelle qui commence déjà à créer des frictions. Car la gloire a un prix, et il se paie dès les débuts. Les tensions couvrent sous la surface lisse des harmonies parfaites. Barry, leader charismatique, se heurte à Robin, le chanteur prodige dont la voix semble toucher le ciel. En 1969, l'ego explose comme une bombe à retardement, Robin quitte le groupe pour une carrière solo, sort « Saved by the Bell », un hit qui prouve son talent mais sans la magie fraternelle qui fait la force des Bee Gees. Barry et Maurice continuent à deux, peinent à reproduire le succès, sortent des singles qui passent inaperçus. Les gens murmurent dans les couloirs des maisons de disques, c'est Barry le boss, non, Robin chante mieux. Les cercles se forment, les communications passent par Maurice, le jumeau pacificateur, qui en a marre d'être le messager entre deux égos en feu. Nos ambitions pour le succès nous barraient la route, se souviendra Robin des années plus tard, la voix empreinte de regret. On avait cessé de communiquer. La séparation dure 1 an et demi, une éternité dans le monde impitoyable de la pop. Robin sort un album solo qui ne décolle pas vraiment, Barry et Maurice luttent pour garder la flamme allumée. Mais en 1970, la raison l'emporte, réunion émouvante, larmes, promesse de ne plus jamais se quitter. Et boum, How Can You Mend a Broken Heart, leur premier numéro 1 aux États-Unis en 1971, une ballade déchirante qui semble écrite avec le sang de leur dispute passée. Les frères prospèrent unis, pas séparés. Ils comprennent enfin que leur force réside dans leur union, dans ces voix qui s'entrelacent comme des doigts serrés. Les années 70 marquent l'apogée, une ascension fulgurante qui les propulse au sommet du monde. Robert Stigwood, leur manager visionnaire, sent le vent tourner. Le disco naît dans les clubs underground de New York, un son funky, rythmé, sexuel. Il pousse les Bee Gees vers cette nouvelle vague. Saturday Night Fever en 1977, avec John Travolta en star montante, devient le phénomène culturel du siècle. Les Bee Gees écrivent et interprètent la bande-son entière, Stayin' Alive, avec son riff de basse iconique qui fait vibrer les pistes de danse du monde entier, How Deep Is Your Love, une ballade sensuelle qui fait fondre les cœurs, Night Fever, un hymne à la fièvre du samedi soir, Morton a Woman, un bijou de soul disco. L'album se vend à plus de 40 millions d'exemplaires, un record qui tient encore aujourd'hui. Le film propulse le disco dans la stratosphère, les frères en costume blanc immaculé, cheveux gominés, falsetto stratosphérique, deviennent les icônes absolues d'une génération. Mais derrière les paillettes, les démons rôdent, plus voraces que jamais. Maurice boit trop, l'alcool le rend imprévisible, colérique, absent. Son mariage avec Lulu, la pop star britannique, explose en 1973 après seulement 4 ans, l'alcool ayant transformé l'homme affable en étranger. Robin avale des pilules pour tenir le rythme infernal des tournées et des studios, amphétamine pour composer la nuit, rester éveillé, créer. Son addiction devient un gouffre. Sa femme Molly Hully demande le divorce en 1980, exige la garde de leurs 2 enfants. Robin, en pleine crise, perd la tête, il envoie des menaces à l'avocat de Molly, des messages glacés qui font frissonner. Vous avez franchi la ligne, j'ai pris un contrat, c'est une question de temps. Le cabinet d'avocats, terrifié, alerte le FBI. Une enquête est ouverte sur le chanteur des Bee Gees pour menace de mort. Les avocats de Robin interviennent, minimisent, jurent qu'il ne mettra jamais ses paroles à exécution, que c'est la drogue qui parle. Molly finit par retirer sa plainte, l'affaire s'étouffe dans l'ombre, mais la cicatrice reste. Barry, le plus stable des 3, fume de l'herbe pour stimuler sa créativité, admet avoir goûté à la cocaïne lors de soirées trop arrosées, mais évite les abysses où plongent ses frères. La marijuana alimentait mes chansons, confie-t-il des années plus tard, un sourire amer aux lèvres. Elle ouvrait des portes dans ma tête. Mais même lui porte des cicatrices plus anciennes, plus profondes. À 4 ans, sur l'île de Man, un homme tente de l'agresser sexuellement. Il révèle cette horreur en 2023 lors d'une interview à Radio Times, la voix brisée, il ne m'a pas touché physiquement, mais d'autres choses sont arrivées. J'ai gardé ce secret pendant des années. C'était déplaisant d'en parler, même maintenant. Il sait que d'autres enfants du quartier ont subi le même sort, un réseau de silence qui a étouffé les cris. Parler, enfin, est une catharsis, mais la plaie ne se referme jamais complètement. Les Bee Gees ne se contentent pas de chanter pour eux-mêmes. Ils deviennent des hitmakers pour les autres, des sorciers de la composition qui transforment tout ce qu'ils touchent en or. Island in the Stream, pour Kenny Rogers et Dolly Parton, un duo country qui devient un classique intemporel. Heartbreaker, pour Dionne Warwick, une ballade déchirante qui grimpe au sommet des charts. Chain Reaction, pour Diana Ross, un retour triomphal pour la diva. Immortality, pour Céline Dion, une power ballade qui fait pleurer les stades. Grise,
pour Frankie Valli, le thème du film avec Travolta et Olivia Newton-John. Et surtout, Woman in Love, pour Barbra Streisand, un tube planétaire, suivi de l'album entier Guilty coécrit et produit par Barry, un chef-d'œuvre de pop adulte qui se vend à des millions. Même quand le disco s'essouffle dans les années 80, remplacé par le hard rock et le air metal, les Bee Gees persistent, composent dans l'ombre, survivent. Mais la mort rôde, impitoyable. Andy, le petit frère, suit leurs traces avec une carrière solo fulgurante. Son premier album Flowing Rivers en 1977 explose avec I Just Want to Be Your Everything et Shadow Dancing, 2 numéros 1 aux États-Unis. Il collabore avec les aînés, monte sur scène avec eux, rêve de rejoindre officiellement le groupe. Mais la drogue le rattrape. Cocaïne, absence, dette colossale, performance manquée. Il entre en rehab en 1985, semble s'en sortir, mais son corps est déjà trop abîmé. Le 10 mars 1988, 5 jours après son 30e anniversaire, il meurt d'une myocardite inflammatoire due aux excès. Les frères aînés sont dévastés, Andy était un génie, répète Barry, la gorge serrée. Il avait tout pour être plus grand que nous. Maurice suit, emporté par ses démons. L'homme le plus affable du groupe, ami de Michael Caine, David Bowie, Paul McCartney, compose des scores pour des films promotionnels, sort des singles solo comme Railroad. Mais l'alcool et un intestin tordu le terrassent. Le 12 janvier 2003, à 53 ans, il meurt sur la table d'opération lors d'une intervention d'urgence. Barry et Robin pleurent le jumeau pacificateur, celui qui avait toujours su calmer les tempêtes entre eux. Robin résiste plus longtemps. Sa voix vibrato reste légendaire, il coécrit pour Jimmy Ruffin, Barbra Streisand, sort l'album solo Manier en 2003, travaille sur une comédie musicale sur le Titanic avec son fils Robin John. Mais le cancer du côlon le ronge, une pneumonie l'affaiblit, il tombe dans le coma. Le 20 mai 2012, à 62 ans, il s'éteint, laissant Barry seul face au vide. Mon plus grand regret, confie Barry en 2012 à l'émission australienne Sunday Night, les yeux rougis, c'est que chaque frère que j'ai perdu l'était à un moment où nous ne nous entendions pas. Je dois vivre avec ça. Je suis le dernier homme debout. Je ne comprends pas pourquoi je suis l'aîné et le dernier. Il pense arrêter la musique, se morfond dans sa maison de Miami, entouré de photos jaunies et de guitares silencieuses. Mais la musique appelle, toujours. En 2016, il monte sur la scène de Glastonbury avec Coldplay, reprend Stay Alive, devant des centaines de milliers de fans en liesse, un retour triomphal qui le sauve du désespoir. La même année, il sort In the Now, son premier album solo en 32 ans, preuve que le feu créatif brûle encore. L'amour de Barry pour la country, une passion de jeunesse, refait surface. Il collabore avec Keith Urban, Miranda Lambert, Dolly Parton, Little Big Town, réinvente les classiques des Bee Gees avec des arrangements acoustiques, des banjos et des pedal steel. Les jeunes générations découvrent, les streams explosent, Stay Alive dépasse le milliard d'écoutes sur Spotify, How Deep Is Your Love devient un mème viral sur TikTok. Le documentaire HBO The Bee Gees, How Can You Man a Broken Heart en 2020 ravive les plaies. Barry participe, pleure en revoyant les images, mais refuse de le regarder une fois terminé. Trop douloureux. Les parents, piliers invisibles, méritent leur place dans la légende. Hugh, batteur nomade, inspire sans jamais forcer, son passé musical coule dans les veines de ses fils comme une rivière souterraine. Barbara, manager des débuts, utilise ses contacts pour booker des gigs, sécuriser des contrats, suit le groupe à Miami où il s'installe dans les années 80. Elle meurt en 2016 à 95 ans, laissant un héritage de soutien indéfectible. Les Bee Gees transcendent le disco, un genre souvent moqué, ringardisé. Leurs origines australiennes, leur pop beatlesque des années 60, leurs ballades des années 70 précoces, leur funk des années 80, ils ont tout exploré. Pas de stigmate pour eux, contrairement à d'autres stars du disco. Les fans dévoués, les critiques, les historiens de la musique les placent au panthéon. Leurs interviews montrent une chimie fraternelle unique, un humour peint sans rire, une tendresse qui transperce même les disputes. En 2025, Barry perpétue l'héritage, seul mais entouré de fantômes bienveillants. Il sort de nouveaux morceaux, collabore avec des artistes émergents, supervise les rééditions de luxe de Saturday Night Fever avec des remixés IA qui font danser les clubs de Berlin à Tokyo. Son cœur reste brisé, irrémédiablement peut-être, mais la musique guérit, toujours. Robin, Maurice, Andy chantent encore dans sa tête, leurs voix entrelacées comme au premier jour. Les Bee Gees ne sont pas morts. Ils vivent dans chaque piste de danse, chaque mariage où How Deep Is Your Love fait tourner les couples, chaque soirée où Stay Alive fait bondir les corps. Barry Gibb, dernier gardien du temple, porte leur flambeau avec une dignité tranquille, un sourire mélancolique, et la certitude que l'amour, même brisé, peut réparer un cœur en 1000 morceaux. Qu'en pensez-vous? Les Bee Gees résonnent-ils encore pour vous?
Leur musique traverse-t-elle les générations ou faut-il la réintroduire aux plus jeunes? Partagez vos souvenirs, vos chansons préférées dans les commentaires ci-dessous. Likez cette vidéo si elle vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires sur les légendes qui ont marqué la musique à jamais.